Bonsoir chers téléspectateurs, comme promis je vous retrouve pour un nouveau numéro de Zoom sur. Et ce soir nous allons parler de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLICA, qui est devenue effective depuis 10 jours. Oui, nous en parlons encore une fois parce que c'est un événement extrêmement important pour le continent et pour la Mauritanie. Ce soir nous allons parler des enjeux pour la Mauritanie. Et nos invités ce soir pour cette importante question, Monsieur Mohamed Oulhid, qui est expert conseiller au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, ancien directeur également du commerce extérieur. Également avec nous ce soir, commandant Mohamed Ebiey, inspecteur central des douanes. Merci messieurs de nous accompagner tout au long de cette émission. Avant de commencer, comme chaque émission de Zoom sur, nous allons parler un petit peu du sujet en introduction avec Mamadou Gueye. Bouffée d'oxygène pour l'économie africaine chancelante à cause de la destruction des termes de l'échange et du Covid-19. C'est le sens qu'on peut donner au traité ratifié par 34 pays, dont la Mauritanie sur les 55 États du continent. Le traité de la zone de libre-échange continentale est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. L'objectif est d'accroître le commerce intra-africain et de développer des richesses. La suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et services. L'accord de la ZLECA permettra d'augmenter le commerce. La Mauritanie, qui est l'un des premiers pays à ratifier l'accord, a mis en route une feuille détaillée sur les instruments adéquats pour tirer pleinement profit de la ZLECA. Création de cadres propices pour faciliter les exportations et développer les secteurs de production-exportation. Des avantages certains en matière d'industrialisation avec la perspective de l'introduction des équipements industriels pour la transformation et la conservation des produits halieutiques pour les consommateurs. La disponibilité de produits concurrents sur la base qualité-prix. L'enjeu est de taille pour le secteur privé mauritanien. Le seul dynamisme ne suffira pas à tirer le maximum d'avantages de ce vaste marché et aussi de convaincre les industriels du monde entier de venir produire en Mauritanie. Pour ce faire, nos hommes d'affaires, exerçant dans différents domaines susceptibles d'offrir de plus-value grâce à la transformation des matières premières, devront s'orienter vers la création d'un tissu industriel de transformation pour bénéficier de ce vaste marché dont les recettes seront de 500 milliards de dollars. Sinon, nous deviendrons un vaste dépotoir de produits de tous bords et ainsi que de la disparition de nos industries. C'est la dure loi de l'économie libérale, être concurrentiel ou disparaître. Reste à savoir si les suppressions de 90% des taxes douanières sur les biens et services permettra de créer de véritables résiliences de l'économie africaine. Merci beaucoup Mamadou Gueye pour ce sujet. Monsieur Mohamed, nous allons commencer par vous. Dites-nous, actuellement le commerce intra-africain représente, disons, seulement 17% du volume du commerce des pays africains. Et selon la commission, je lis, économique pour l'Afrique, la ZLECA augmentera le commerce intra-africain de 60% d'ici 2030. Alors, dites-nous comment la ZLECA entend aborder l'existence de plusieurs communautés économiques régionales et son impératif de créer un marché unique continental. Merci beaucoup. Je crois que les communautés économiques régionales, dans leur diversité, en tout cas en Afrique, sont des ensembles régionaux de pays qui se sont entendus sur des politiques permettant un peu de développer le niveau des échanges entre elles. Et donc ce groupe de pays a des ambitions de s'intégrer économiquement et de pouvoir en tout cas profiter de cet élargissement de leurs économies pour booster leur commerce. Parce que le commerce, en réalité, c'est le moteur du développement dans toutes les économies. Ce qui a été prouvé par la plupart, en tout cas, des études réalisées ces dernières années. Donc, compte tenu de l'intérêt que représente le commerce pour le développement de façon globale, la tendance est bien sûr orientée vers l'intégration des économies.
étant donné que nous sommes entrés dans un monde de libéralisation, je dirais, économique et de libéralisation commerciale, donc le libéralisme s'est étendu jusqu'à ce qu'on a mis en place ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, qui régit un peu le commerce de façon multilatérale. Donc les accords commerciaux multilatéraux visent à créer, je dirais, un espace mondial d'échange. Et c'est dans cet espace mondial d'échange que les affaires vont se développer, que les pays vont prospérer et que par conséquent, les populations vont pouvoir vivre de façon heureuse, je dirais heureuse, bien sûr. Et donc sur ce, les communautés, en tout cas, compte tenu de cette donne, on s'est rendu compte qu'au fil des années, avec ce libéralisme donc mondial qui s'est instauré, il faut nécessairement trouver des solutions pour pouvoir l'accompagner, parce qu'on est entré là-dedans. Je ne dirais pas qu'on est entré là-dedans sans être conscient, mais on est entré là-dedans parce qu'il n'y avait pas d'autre issue de ne pas y entrer. Et c'est pour cette raison donc que la plupart des continents se sont orientés vers d'abord des groupements économiques de leur zone, de leur zone d'influence. Et l'Afrique, donc en particulier, compte tenu de ses richesses et compte tenu de son ambition économique, à pouvoir, en tout cas, profiter de ces potentialités économiques énormes et nombreuses, il fallait nécessairement s'orienter vers la création de ces communautés économiques régionales. Et puisque ces communautés ont existé et ont continué donc à s'intégrer de façon pas tout à fait définitive, mais de s'intégrer à un certain niveau et évoluent donc vers une intégration tout à fait poussée, mais cela prend du temps, et donc parce qu'une intégration, ce n'est pas une histoire aussi facile que ça, puisque les économies sont différentes, les tissus économiques sont différents, les régimes politiques sont plus ou moins également différents, et toutes ces diversités donc, dans ces ensembles ne permettent pas facilement de parvenir à l'intégration le plus tôt possible. Mais il faut jeter les bases d'une intégration en passant par des processus évidemment qui sont définis dans le cadre des feuilles de route qui sont adoptées par ces pays. Justement, parlez-nous un petit peu de cette feuille de route-là, de ce J'en viens, effectivement. Donc c'est pour un peu situer dans le contexte de façon globale et parvenir donc à ces communautés économiques régionales. Et compte tenu donc de ces communautés au niveau de l'Afrique, la ZLECAf elles seront donc, je dirais, le socle, la base de la mise en œuvre de la ZLECAf, parce qu'on constate qu'à un certain niveau de ces communautés, il y a déjà une intégration, il y a déjà une ouverture des échanges, il y a une certaine harmonisation des tarifs qui sont appliqués, des tarifs surtout douaniers, parce que les tarifs douaniers constituent en réalité l'instrument de politique commerciale le plus utilisé dans les échanges. Quand on parle d'échange, on doit parler, quand on parle de politique commerciale, on doit évoquer les tarifications douanières. Et c'est sur cette base qu'il faut mettre en place un tarif partagé par ces pays pour qu'elles puissent créer une frontière tarifaire, je dirais, je qualifierais de tarifaire, frontière tarifaire, c'est-à-dire un territoire douanier au sein duquel on va pouvoir échanger de façon libre et facile. Et puisque vous parlez tout à l'heure de la douane, dites-nous comment justement l'administration douanière compte faire pour s'adapter un peu dans ces mesures-là. Merci Madame pour l'invitation. À l'instar de toute administration douanière, la douane mauritanienne, étant donné que la Mauritanie ou la République islamique de Mauritanie a signé un accord d'association avec la CEDEAO, donc elle s'engage à appliquer la ZLECAf aussi. Donc nous sommes en train de mettre les dispositions nécessaires pour être vraiment utile pour appliquer ces mesures de la ZLECAf. Donc la Mauritanie a appliqué
un accord ou bien à signer ou à ratifier l'accord de la ZLECAf en 2018 par la loi 044-2018 du 28 novembre 2018. Donc, portant de ce contexte, l'administration douanière a pris toutes les mesures nécessaires pour être à la hauteur et pour Parlez-nous accompagner justement de ces mesures que l'administration douanière a prises en fait pour un petit peu s'adapter, pour se mettre en route, la feuille de route. Comment ça se passe? Oui, la feuille de route, maintenant, ça commence par comme a dit monsieur le directeur, par les offres tarifaires. Donc vous savez que l'offre tarifaire a été envoyée par la CEDEAO. Cette offre, elle contient 90% des lignes tarifaires qui seront libéralisées selon un calendrier de démantèlement tarifaire au fur et à mesure. Donc cette offre tarifaire, elle est envoyée de façon provisoire. Elle attend son examen et sa approbation par le Conseil des ministres de la CEDEAO. Une fois elle est examinée, elle sera définitive. La douane va commencer réellement de mettre en place les dispositions nécessaires pour que les gens puissent bénéficier de la ZLECAf. Voilà. Monsieur le directeur, quels sont les différents leviers économiques que notre pays brandit justement pour tirer plus de bénéfices justement de cette zone? Très bien, merci. Moi, je crois que la zone de libre-échange, il faut bien comprendre quel est l'intérêt qu'elle présente. Pour ça, pour se poser la question, quel intérêt la Mauritanie, en tout cas en tant que membre, en tant qu'État, disons, partie de cet accord, quel intérêt a-t-elle à adhérer à cet accord? C'est une question très importante, mais avant de répondre à cette question, il faudrait, à mon avis, d'abord démontrer l'intérêt que présente cette zone. Quel intérêt présente la zone de libre-échange? La zone de libre-échange, c'est un vaste marché qui va être ouvert à tous les produits que nous produisons en tant que pays. En tant que pays, la Mauritanie a des productions. Production d'abord, production naturelle, je dirais les produits agricoles, les produits du cru, les produits de l'artisanat, les produits du sol et du sous-sol. Donc tous ces produits, ça c'est nos produits, ils sont produits localement. Ensuite, on a des productions, on est censé avoir des productions manufacturières. Les productions manufacturières, c'est quoi? C'est les produits produits par des industries, qui sont des industries modernes en fait, qui utilisent des produits, qui produisent, disons, des produits à base de certains intrants qui sont importés et d'autres produits locaux, donc pour fabriquer des produits. Donc, les produits naturels et les produits manufacturés, ces capacités-là, il faut bien pouvoir les consommer. Nous devrions, si nous pouvons les consommer... Les produits naturels, bon, pour faire un petit peu de pédagogie, le produit naturel, c'est quoi exactement? Non, j'ai dit produits naturels, c'est pour un peu simplifier la formule, pour dire que les produits du sol et du sous-sol. Les produits d'élevage, les produits agricoles, ça c'est des produits naturels. Ils n'ont pas besoin d'être ouvrés, c'est-à-dire d'être travaillés dans une usine pour être qualifiés de produits. Donc c'est des produits naturels. Ces types de produits-là, on peut les exporter sur ce marché. Nous avons un potentiel énorme en matière d'élevage. Nous avons un potentiel éventuellement en agriculture si nous développons notre agriculture. Nous avons un potentiel halieutique important que nous exportons. Tout ce potentiel, s'il est produit, valorisé, c'est-à-dire qu'il y a une main-d'œuvre locale qui est utilisée, on va créer des emplois, on va créer des revenus à partir de ces emplois. On va développer des industries, différentes sortes d'industries qui pourront développer la richesse nationale. Et en développant la richesse nationale, c'est bien sûr au profit de notre économie nationale. Et donc cela se répandra positivement sur nos populations. Donc l'intérêt d'avoir une zone élargie d'échange, c'est-à-dire avoir des débouchés importants, intéressants pour nos produits d'abord. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est quoi?
Le deuxième avantage, en fait, c'est que nous sommes dans un ensemble. Nous ne vivons pas dans une forêt ou dans une savane ou dans un lieu isolé du monde. Nous vivons dans un ensemble, dans un groupe de pays et nous devrions échanger avec les autres. La vie est ainsi faite, donc il faut qu'on échange. En développant nos échanges, on développe nos richesses, on développe nos économies. Mais justement, vous parlez d'échanger nos produits, mais est-ce qu'on a vraiment ces produits-là qui sont prêts vraiment à être consommés ailleurs? Parce que la plupart des produits halieutiques, par exemple, c'est des produits qu'on a ici, mais qu'on transporte bruts. Les mines également. Mais est-ce qu'on a déjà des produits, la production locale? Est-ce que c'est prévu des usines ou manufacturières, comme vous dites, qui produisent vraiment des produits qui sont prêts à être consommés pour justement échanger? Mais bien sûr. Quand on parle de libre-échange. Nous avons des produits, nous avons des... C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on explique bien qu'est-ce que c'est, quelles sont les capacités que nous avons en matière d'industrie. Nous avons des produits, nous avons des industries locales qui produisent des produits à base de nos produits locaux. Nous avons des industries laitières, nous avons des industries qui utilisent des produits chimiques. Nous avons des industries qui utilisent d'autres produits également pour produire différentes sortes de produits manufacturés. Nous avons des pâtes alimentaires qui sont produites localement. Nous avons, les produits de pêche? Les produits de pêche, nous avons des produits de pêche qui sont à l'état actuel exploités de façon pas très optimum, on peut le dire, pour la simple raison que nous exportons beaucoup de produits frais de la pêche sans transformation, sans transformation. Donc, mais pourquoi il n'y a pas de transformation sur place, par exemple? Il n'y a pas de transformation sur place parce que... Est-ce que l'État encourage justement cette transformation sur place? L'État encourage toutes les politiques, toutes les mesures visant à développer, en tout cas, les capacités, met en place un environnement favorable à faire des affaires, à créer des industries, à pouvoir exercer une activité de façon libre. Donc l'État a créé l'environnement favorable pour permettre aux industries de se développer. C'est-à-dire on encourage les investissements, l'État accorde des avantages fiscaux. Mais ce n'est pas le cas actuellement. En ce qui concerne les produits de pêche, il n'y a pas de transformation vraiment ici chez nous. Il n'y a pas, je vous ai dit, je viens de dire... À part la farine de poisson, peut-être. Bon, la farine de poisson, c'est déjà un degré de transformation. De toutes les façons, l'industrie de transformation est une industrie qui demande des investissements lourds. Et ces investissements lourds nécessitent non seulement des investissements locaux, mais également des investissements étrangers. Les investissements étrangers, ils ne peuvent pas... Mais surtout l'appui de l'État aussi. L'État appuie, l'État, il crée l'environnement. L'État en crée un environnement favorable, c'est-à-dire qu'il appuie en permettant aux producteurs ou aux industriels de ne pas subir une fiscalité lourde, en accordant des avantages fiscaux, en accordant des facilités, diverses facilités que l'État a, en accordant des facilités de prêt, des facilités d'accès à la devise, des facilités de formalité. Est-ce le cas actuellement avec le secteur de la pêche? Mais bien sûr que, de toutes les façons, les actions de politique entreprises par l'État sont orientées vers l'encouragement du développement des différents secteurs économiques, y compris le secteur de la pêche. Et c'est dans ce cadre, dans cette optique-là, que... Mais qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas des usines de transformation et d'élaboration des poissons? Mais j'étais en train de vous l'expliquer. Je pense qu'il faudrait bien qu'on continue à l'expliquer de façon plus simple. Pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. De quoi s'agit-il en fait. En fait, je disais que les industries de transformation sont des équipements qui doivent... Ce sont des investissements lourds. Investissement lourd, donc il faut des moyens financiers énormes qui doivent être mobilisés. Il faut une main-d'œuvre qualifiée sur le plan technique qui permet d'exploiter ces industries. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une main-d'œuvre nationale. Ce n'est pas une main-d'œuvre importée. Ce n'est pas des étrangers que nous allons importer pour travailler dans nos usines. Donc pour permettre pour développer ce tissu de transformation, il faut d'abord mobiliser les financements nécessaires pour acquérir les équipements qui vont
être utilisés pour l'exploitation des usines. Il faut avoir une main-d'œuvre locale qui puisse travailler, qualifiée, qui puisse travailler dans ces usines de transformation. Il faut avoir, disons, tout un arsenal de moyens, d'autres moyens supplémentaires qui sont nécessaires au développement de la production. Le développement de la production, ce n'est pas une affaire, disons, de bon vœu, c'est une affaire qui nécessite tout un plan de travail, tout un plan d'investissement, tout un plan de marketing, un plan de commercialisation. Il faut qu'elle également ait un marché vers lequel elle cible sa production. Si je suis sûr qu'en produisant 1000 tonnes ou 10 000 tonnes ou 100 000 tonnes ou 1 million de tonnes, que j'ai le marché à côté et que ça va réduire mes coûts de production, si je suis sûr que je peux produire, j'aurai l'énergie régulièrement à des coûts abordables, si je peux produire et j'aurai moins de fiscalité lourde qui va handicaper l'évolution de ma production, si je peux produire avec une main-d'œuvre à bon prix qui ne va pas me contraindre à supporter des charges sociales qui vont gréver mon capital, mon profit, donc ça va m'encourager à produire et j'ai mon marché dans lequel je peux distribuer ma production. Si je sais que mon marché n'est pas du tout suffisant pour rentabiliser mon investissement, donc je n'aurai pas un investissement important pour l'économie de ce pays, et pour moi-même d'ailleurs en tant qu'investisseur, en tant qu'opérateur économique. Donc, si j'ai la chance d'avoir des débouchés beaucoup plus larges, ça va permettre d'attirer des partenaires, parce que j'ai des ressources, mon pays a des ressources, la Mauritanie a énormément de ressources qui ne sont pas pleinement exploitées. Pour que ces ressources soient pleinement et potentiellement exploitées, il faut nécessairement qu'il y ait des investissements. Les investissements, on souhaiterait bien que ces investissements soient des investissements nationaux, que la richesse nationale soit exploitée pleinement par les opérateurs nationaux. Si nos opérateurs n'ont pas suffisamment de capacité financière pour réaliser ces investissements, ils auront besoin de partenaires étrangers. Et parce que le partenariat étranger est très utile sur tous les plans. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, nos opérateurs ont les capacités, oui ou non? Nous pensons que nos opérateurs sont des opérateurs économiques très dynamiques. La Mauritanie a des opérateurs économiques qui sont tout à fait dynamiques, qui ont, je dirais, le commerce dans le sang. La Mauritanie est un pays caravanier depuis le temps de l'histoire, depuis toujours. Compte tenu de sa tradition de pays de commerçants, on disait le pays aux millions de poètes, mais c'est le pays également aux millions de commerçants. La Mauritanie est un grand pays qui fait du commerce depuis toujours, qui fait du commerce local, mais qui développe également, qui exploite le commerce à l'extérieur, toujours à des degrés plus ou moins pas très développés à l'extérieur, parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui émigrent dans tous les pays, aussi bien en Afrique qu'en Asie, un peu partout, et qui ont la capacité d'exercer le commerce dans ces pays. Et ça, c'est une force qu'on peut exploiter pleinement, et ce sont ces ambassadeurs commerçants, je dirais, qui vont rapatrier leur richesse nationale au pays, et qui vont pouvoir investir au pays, et qui vont encourager en tout cas la création de la richesse nationale et contribuer à son expansion et à son développement. Donc les marchés élargis sont des débouchés intéressants pour les produits qui sont fabriqués localement, pour la richesse nationale. Si vous avez un marché parce que les économies ne peuvent pas se développer sans être intégrées, pour pouvoir développer une richesse au niveau, en tout cas, d'une grande échelle. Pour développer donc la richesse nationale, il faut nécessairement s'intégrer à des marchés régionaux, et au-delà des marchés régionaux, à des marchés mondiaux. Parce que nous ne produisons pas tout. Nous importons, mais également nous voulons développer nos capacités de production. Il faut que nous parvenions à réaliser, en tout cas, une certaine intégration minimale soit-elle. C'était très instructif. Voilà. Voilà, on va passer au commentant. On entend parler d'intégration commerciale, d'élimination progressive des droits de douane, d'impulsion économique également. Mais quel sera l'avenir des pays, par exemple, qui dépendent vraiment à 90% des recettes douanières?
J'aimerais juste, madame, corriger les termes. Quand vous dites 90 des recettes douanières, non, c'est 90% des lignes tarifaires. Ce sont les 90, vous savez, les TEC ou les tarifs des douanes que nous appliquons maintenant, les TEC, mais quelle est la différence entre ces lignes douanières, justement, dans ce cas? Oui, les 90 lignes tarifaires sont des lignes qui sont qu'on peut trouver dans les tarifs douaniers au niveau de la CEDEAO aussi. Donc maintenant, on a les textes de la CEDEAO que la Mauritanie applique maintenant, c'est 6129 lignes tarifaires. Donc la CEDEAO a pris 5516, c'est ça qui correspond aux 90 lignes tarifaires qui seront libéralisées entre eux selon un calendrier de démantèlement tarifaire, selon une période. Donc c'est ça. Moi je parle plutôt des recettes, de ceux qui tirent leurs recettes justement de ces taxes douanières. Oui, les recettes de ces lignes tarifaires, les 90 lignes tarifaires, les recettes correspondent aux droits des douanes et la taxe de redevance statistique et les prélèvements. 90% des recettes, je parle plutôt des recettes douanières. 90% des recettes douanières. Non, ce n'est pas 90% des recettes, c'est 90% des lignes tarifaires. Vous savez, vous avez 6129 lignes tarifaires. C'est les bouquins, c'est les tarifs. Il contient 6129 lignes tarifaires. Si vous prenez 90 lignes tarifaires, ça correspond aux 5516 lignes tarifaires. C'est ça qui seront libéralisées entre les pays dans le cadre de la ZLECAf. C'est-à-dire si quelqu'un exporte un produit qui est parmi ces lignes tarifaires, c'est 5516, il ne va pas payer les droits des douanes. Il va pas payer les droits des douanes selon un démantèlement tarifaire. Au fur et à mesure, jusqu'à 10 ans, il va payer 0. Et autre chose, il ne va pas payer la redevance statistique, il ne va pas payer les prélèvements communautaires. Donc, en grosso modo, c'est ça. Quand on dit 90% des lignes tarifaires, ce sont les lignes qui seront échangées entre les pays africains dans le cadre de la CEDEAO. Voilà. Mais maintenant, les recettes tirées de ces lignes tarifaires. Oui. Les pays qui tiraient les recettes de ces lignes tarifaires. Oui. Quel sera leur avenir? Oui, c'est pour faciliter, n'est-ce pas? On a dit que la ZLECAf, c'est pour faciliter les échanges. Donc, chaque pays va perdre une partie de sa recette, de sa recette douanière en fonction de ses lignes tarifaires. Donc, elle va perdre ses recettes. Par exemple, les droits des douanes vont diminuer, la redevance statistique va être éliminée, les prélèvements communautaires aussi vont être éliminés. Au fur et à mesure, les droits des douanes seront devenir zéro jusqu'à au terme de 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que la ZLECAf, cette zone de libre-échange, justement, offre en contrepartie justement à ces pertes-là? Oui, parce que la zone de libre-échange, elle est créée pour que chaque pays membre ou chaque pays ratifié de l'accord trouve son compte dans cette zone. Donc, les pays vont perdre une partie de sa recette. C'est pour le continent. Voilà. D'accord. Et monsieur le directeur, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que ça a été expliqué de façon tout à fait, je dirais, professionnelle. C'est très bien. Mais sur le plan commercial, est-ce que c'est vraiment rentable? Bon, vous avez posé, la question est très intéressante parce que les détracteurs, en tout cas de la zone, disent ou prétendent, on considère d'ailleurs, ils ne prétendent pas, ils considèrent très clairement que la mise en œuvre, l'application de cet accord va faire perdre beaucoup d'avantages de recettes pour les pays qui avaient comme source de base principale ces recettes douanières. Et c'est clair que la plupart de ces pays africains
Maintenant, des recettes ou des lignes tarifaires parce que... Bon, c'est la même chose. En fait, ça, c'est le langage professionnel. Oui, c'est très technique. Les recettes douanières sont issues des lignes tarifaires. C'est-à-dire tous les produits sont classés sur des lignes. Chaque produit a un nom. Pour qu'il soit identifié, il faut qu'il soit sur une ligne. S'il n'est pas sur une ligne, on ne peut pas savoir de quel produit il s'agira, parce que si je dis lait, les laits, c'est quoi? Il y a beaucoup de lait, madame. Plusieurs laits. Oui. Et donc, plusieurs laits, il faut que chacun ait sa classe, qu'il soit classé. Et c'est ce classement qu'on appelle ligne tarifaire. Donc, cette ligne tarifaire va identifier le produit. Donc, on revient à la question donc, des recettes. C'est pour dire que les pays, en tout cas, la plupart des pays africains sont considérés, sont des pays moins avancés, qualifiés pays moins avancés. C'est-à-dire des pays qui ne sont pas très avancés sur le plan économique, qui ne parviennent pas à réaliser leurs recettes budgétaires budgétaires majoritairement en dehors des recettes douanières. C'est-à-dire que sur la base des recettes douanières, on peut être sûr de réaliser au moins 40 à 50% de nos recettes budgétaires. Pour la simple raison que les contribuables dans ces pays, je ne dis pas la Mauritanie, dans tous ces pays-là africains, la plupart des contribuables ne sont pas toujours prêts à contribuer fiscalement, c'est-à-dire à déclarer leur chiffre d'affaires correctement, bien que les services fiscaux ont développé des capacités à pouvoir identifier clairement quel est le niveau de chiffre d'affaires de la plupart des opérateurs économiques. Mais en dehors de cela, les recettes douanières ont toujours constitué la base de la recette budgétaire des États africains, pour la plupart. Et c'est sur cet aspect-là qu'il y a des craintes, et qui sont légitimes, tout à fait d'ailleurs, pour dire que les pays vont perdre beaucoup d'argent, et comment ils vont compenser cet argent dans leur budget? C'est la question. Est-ce que la zone de libre-échange a mis en place un mécanisme permettant d'aider ces pays, de les accompagner à se mettre à niveau et à combler ce déficit budgétaire? C'est une question très importante. C'est la question que je me pose là. Et c'est une question qui continuera à se poser pour la simple raison que cette question n'a pas encore été résolue, n'a pas été traitée, n'est même pas traitée, je crois, dans l'accord. Il faut que ces mécanismes soient intégrés dans l'accord. Pourquoi? Parce que moi, si je ne suis pas gagnant dans cet accord, en tant qu'État, bien qu'il m'ouvre des débouchés intéressants, bien qu'il va me drainer des investissements étrangers plus ou moins intéressants, bien qu'il va développer, je dirais, mon industrie locale, peut-être, certainement, bien qu'il va me créer des emplois, il va créer des revenus, il va me booster en fait, il va développer mon économie. Ça, je peux considérer qu'un marché élargi, c'est un marché énorme, c'est un marché intéressant sur le plan commercial. Il n'y a pas plus intéressant sur le plan commercial qu'un marché où il y a beaucoup de consommateurs. Parce que là, on peut tout produire et on peut tout vendre. Une seule opération commerciale peut générer des profits énormes sur un marché d'1 milliard. Vous vous rendez compte? Ne serait-ce qu'un seul consommateur consomme $1 par jour. J'ai $1 milliard si je distribue un produit. C'est terminé. J'ai engagé, ma richesse est en train de... Est-ce que la ZLECA, justement, va créer un cadre propice pour faciliter les exportations et développer des circuits de production? Mais bien sûr, la ZLECA est orientée vers ça. Elle est orientée vers la création d'un marché africain. Le marché africain, il servira à quoi? Il servira d'abord à exploiter les richesses de l'Afrique. L'Afrique a des richesses. Elle peut les exploiter. Elle peut les développer. Mais l'Afrique manque d'infrastructures. Parce que quand on parle de commerce, il faut parler d'infrastructures, de transport, infrastructures de base, infrastructures de transport. Il faut parler d'énergie et il faut parler de main-d'œuvre, de travail, c'est-à-dire du travail. Et d'équipements industriels également et surtout? Oui, quand on a l'argent, c'est-à-dire quand on a l'argent, on a les produits, on a l'argent, on a développé les affaires, on va acquérir des équipements, il faut développer les technologies, il faut développer l'accès, la formation des ressources humaines dans les domaines hautement qualifiés. Et donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais est-ce que pour la Mauritanie, c'est le cas ou ce sera le cas? Mais c'est bien le cas. Pour l'instant, la Mauritanie est engagée dans le processus et la Mauritanie est un pays qui se développe de toutes les façons, à l'instar des autres pays. Concrètement, donnez-nous des exemples pour qu'on puisse... Concrètement, on est là, par exemple, on est à la télévision, on a une télévision nationale qui est en train de perforer. On se rend compte qu'il y a des changements positifs dans la plupart des institutions.
Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance vers le développement. Il y a une certaine progressivité. Mais dans le domaine de la transformation et de la conservation des produits, est-ce que c'est le cas? Mais bien sûr que c'est le cas, parce qu'au fil des années, on a acquis l'expertise et l'expérience à développer des industries de transformation. Parce qu'aujourd'hui, on produit de la farine de poisson, de l'huile de poisson, on traite les peaux et cuirs des animaux qui sont abattus localement à un certain niveau jusqu'à ce qu'on appelle le stade wet blue, si j'ai bonne mémoire. Donc, on a une capacité de transformation, mais à un certain niveau. Ce n'est pas le niveau top de toutes les façons, parce qu'on y arrivera et on ne peut pas être au niveau top du jour au lendemain. Est-ce que le ministère favorise l'émergence de ces unités de transformation? De façon, je vous dirais, tout à fait forte, parce que pour la simple raison que le ministère on l'a baptisé ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme. Et donc, dans ce domaine, on a mis en place aussi également des structures qui vont mettre en place ce qu'on appelle le système national de normalisation et de normes et de promotion de la qualité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en mettant en place ce mécanisme, ce système de normes et de qualité, c'est-à-dire qu'on tend vers la perfection de nos produits, on tend vers l'adhésion à des normes internationales. Et c'est à partir de là que nos produits auront un label Mauritanie. Au niveau de l'industrie, nous avons une stratégie. Le ministère du Commerce a déjà mis en place une stratégie de développement de l'industrie qui est basée sur l'orientation à soutenir et accompagner le développement d'industries locales. Donc il y a énormément d'initiatives et de stratégies qui sont mises en œuvre par le ministère du Commerce et par également les autres départements, pas seulement le ministère du Commerce. Nous avons des usines de transformation de lait un peu partout, ici bien à Nouakchott qu'à l'intérieur, à Nima par exemple. Nous avons des usines de transformation de dattes qui sont également à Tar, et nous avons des usines qui vont également développer exploiter certains produits agricoles. Dans tous les cas... Est-ce que le ministère a pris la transformation de farine de poisson et l'huile de poisson pour que ce soit compétitif au niveau continental? Elle est compétitive de toutes les façons. La farine de poisson ou le poisson lui-même, il est compétitif sur tous les marchés. Qu'il soit transformé ou non transformé, c'est un produit recherché. Il a des marchés de toutes les façons. Et surtout en Afrique d'ailleurs, parce que le marché africain est un marché où il n'y a pas beaucoup de poissons dans la plupart des pays qui ne sont pas sur des espaces, qui n'ont pas des frontières maritimes, sur les océans. Donc les autres pays, ils ont besoin d'être approvisionnés en poissons. Et c'est un produit qui est consommé en Afrique de façon intéressante. Et c'est un marché potentiel pour le poisson mauritanien, surtout les petits poissons. Les poissons qu'on appelle... C'est les sardines et les gouloulias et boyaux. Est-ce qu'il y a disponibilité de concurrence sur la base qualité-prix? La concurrence est toujours là de toutes les façons, mais c'est-à-dire que concurrence par rapport à quoi vous dites que la qualité? Bien sûr que quand on parle de concurrence, il y a la qualité, il y a le prix. Mais puisque vous avez des produits d'abord qui sont demandés, qui sont recherchés, bien sûr, et que vous produisez localement, donc ils seront compétitifs sur les autres marchés. Si vos coûts de facteurs ne sont pas aussi élevés que ça. Donc, vous intervenez également là-dessus pour aider les producteurs et les industriels? Ou dans tous les cas, les stratégies et les politiques suivies par l'État sont des stratégies qui visent à encourager les différents types de production, aussi bien c'est-à-dire qui prend des mesures qui permettent en tout cas d'encourager les producteurs à réaliser des avantages. Pour accompagner ces producteurs, on assouplit toutes les procédures, on essaie de leur trouver l'État essaie de leur trouver des avantages fiscaux également encourageants et donc mettre en place des politiques et stratégies qui sont favorables. Comment l'administration de la douane entend accompagner justement ces industriels pour faire face justement à cette... Oui, madame. Dans le cadre de la ZLECAf, ces industriels, en cas d'exportation, ils peuvent bénéficier des avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer les droits des douanes équivalents. Donc, il y a toute une série de facilitations dans le cadre de la ZLECAf
pour ne pas payer les droits des douanes et les droits qui ont un effet équivalent. Donc, c'est pour faciliter les exportations, c'est-à-dire si quelqu'un veut exporter du poisson vers le Sénégal, en cas de démarrage de la ZLECA, il ne va pas payer les droits de douane. Les montants de la redevance statistique et les prélèvements communautaires ne vont pas être payés ou perçus. Voilà, c'est toute une série de facilitations pour nos exportateurs. Est-ce qu'il y a une concertation entre vous, justement la douane, et les exportateurs? Oui, les exportateurs, il y aura des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser ces exportateurs pour quels sont les avantages qu'ils peuvent attirer lors du démarrage de la ZLECAf. Donc, il y a toute une série de sensibilisations. La sensibilisation continue et l'information... Et elle a commencé alors, la sensibilisation? Oui, et l'information, elle est disponible au niveau de la Direction générale de douane, au niveau de toutes les directions du pays. L'information est partagée et puis voilà. Les exportateurs sont prêts à exporter leurs produits le jour que les démarrages réels a eu lieu. Justement, est-ce qu'on peut avoir une idée des recettes douanières justement pour l'année écoulée, pour savoir est-ce que c'est vraiment important pour le pays? Non, mais les recettes douanières, dans le cas de la ZLECAf, ça dépend de l'échange, le volume d'échange entre les pays africains. Vous savez, la ZLECAf, c'est entre les 55 pays africains. Surtout, précisément, c'est entre... Je parle des recettes douanières pour la Mauritanie, pour le budget national. Oui, puis le budget national, peut-être cette année, elle est importante, mais on peut vous communiquer les chiffres à tout moment quand même. Mais je sais que c'est des recettes assez importantes quand même. Nous reviendrons là-dessus. Donc le développement à moyen terme du commerce entre les pays africains dans le cadre de la ZLECA pourrait faire de la Mauritanie un important carrefour. Comment? Impeccable. Oui, tout à fait. En fait, la Mauritanie, et donc, compte tenu donc, de la position de la Mauritanie en Afrique, elle est, je dirais, dans une position très favorable, disons, stratégique. Sa position stratégique, c'est quoi? C'est parce qu'il faut voir comment le commerce ou les échanges africains se passent. On constate au fil des années écoulées que le Maroc est devenu un principal fournisseur de l'Afrique subsaharienne. Et pour que le Maroc pour que le Maroc puisse donc s'adonner pour que le Maroc puisse donc maintenir cette position de principal fournisseur des pays africains, il a disons, un couloir de passage privilégié et favorable, c'est certainement celui qui passe par la Mauritanie. Évidemment, cela va créer beaucoup d'opportunités, aussi bien d'opportunités commerciales que d'opportunités d'emploi ou d'investissement, parce que la Mauritanie est une porte ouverte sur les autres pays subsahariens africains. Donc il s'agira de développer d'abord les infrastructures routières, notamment, et de mettre en place, en tout cas, des stratégies permettant à la Mauritanie d'être... Oui. Mais nous servons plutôt de point de passage, de transit entre les exploitations maghrébines et l'Afrique. Donc, est-ce que ça va au-delà de ça, mais ou c'est justement, ça s'arrête là? Non, pour l'instant, en tout cas, on peut considérer que ça, c'est un avantage très important et devenir un point... Est-ce que c'est avantageux pour la Mauritanie, justement, d'être plutôt un point de passage? Si vous êtes un pays qui a des capacités de suivi et de surveillance de ces échanges commerciaux, un pays facilitateur de commerce, vous allez tirer profit de cette position. Dites-nous comment? Parce que tout ce qui va passer par là va utiliser, c'est-à-dire le point de passage
vous allez vous quittez le Maroc, vous passez par la Mauritanie. Et la Mauritanie, c'est un pays vaste. C'est pas vous passez directement d'une porte à une fenêtre. Vous allez traverser tout un pays. Pour aller au Sénégal, il faut au minimum venir de Nouadhibou, arriver à Nouakchott et de Nouakchott aller à Rosso, n'est-ce pas? Et pour aller au Mali, il faut faire un autre trajet beaucoup plus lointain. Et donc tout cela nécessite des arrêts. Mais qu'est-ce qu'ils consomment en Mauritanie à part le pain sur la route? Vous pensez? Non, ils vont consommer des services. Je vous demande justement. Ils vont consommer des services, ils vont constater, ils vont créer même des affaires, disons. Oui, parlez-nous de ces services. Ils vont développer des affaires, les services liés au tourisme, c'est-à-dire les services d'hébergement, les services de distribution de produits, les services, différents services. Les services commerciaux sont nombreux et divers. Parce qu'on a quand même vu le cas de camions marocains qui passent plutôt, qui vivent plutôt dans leur camion que. Ou qui c'est pas vraiment des gens qui utilisent des services. Ils vivent dans leur camion, mais ils respirent l'air mauritanien quand même. Oui, l'air c'est pas payant. C'est pas payant, d'accord. Bon, de toutes les façons, quel que soit leur mode de vie, tous les transporteurs qui passent par un pays, ils ont des frais à prendre à supporter. Générer des recettes sur des frais peut ne pas être aussi important que ça, mais au fil du temps, au fil des années, on peut être amené même à s'installer en Mauritanie, à investir en Mauritanie. Donc l'objectif déjà atteint est un objectif qui a permis de développer une activité commerciale. Pourquoi pas aller, au lieu d'aller très loin, on peut créer des antennes, des succursales d'entreprises en Mauritanie, et c'est l'objectif visé d'ailleurs par les politiques nationales mises en œuvre pour développer des affaires au niveau de tous les pôles, tous les points de passage du pays. Ça va un peu contribuer d'une certaine manière à développer l'économie au niveau de ces petites villes-là, par lesquelles passent ces différents transporteurs. Et puis, ça va développer les capacités de notre pays à être un pays qui offre une sécurité au commerce. Et ce n'est pas un mince certificat, c'est un certificat extraordinaire que d'être qualifié de pays facilitateur du commerce. C'est vraiment avantageux, ça va vous drainer des investissements. C'est le rôle de la douane alors? Oui, c'est la douane, c'est le commerce, c'est les opérateurs privés. Oui, comment justement la douane entend accompagner le pays pour que ce soit un carrefour d'échange? Oui, la douane va veiller à appliquer les mesures nécessaires pour faciliter les échanges en matière de la ZLECAf. Donc, on va prendre toutes les dispositions nécessaires, juridiques, etc., pour être vraiment au cœur du processus de facilitation des échanges. Donc, oui, parlez-nous justement de ces dispositions. Peut-être dans le cadre de la ZLECAf, la douane va initier les cadres juridiques. Les cadres juridiques pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Les dispositions juridiques va mener aussi des procédures techniques parce que l'intervention de la douane, en premier temps, ce sont des procédures techniques. Au niveau du système, on va mettre à la disposition du déclarant ou du commissionnaire en douane les procédures douanières qu'il faut pour vraiment bénéficier des avantages ici de l'accord de la ZLECAf. Voilà. Monsieur le directeur, la création de la zone franche, ça a été un exemple d'investissement. Est-ce que ça a répondu aux attentes justement des Mauritaniens et des autorités? Normalement, elle doit avoir atteint ou répondu, je dirais, à l'attente des autorités, parce que les autorités se sont engagées, en signant la ZLECAf, en la ratifiant. C'est-à-dire que nous avons considéré, en tout cas que l'État a considéré que la ZLECAf répond à des objectifs vraiment fixés par l'État.
Et donc les attentes... C'est la fin de la zone franche alors? On peut ne pas dire ça ainsi, tout simplement parce que les zones franches sont des zones privilégiées, en tout cas de zones spéciales, quoi. Les zones franches sont des territoires spéciaux, donc elles ont un statut très spécifique, n'est-ce pas? Tu parles sur le contrôle de la douane? Oui. Ouais. On peut dire que Oui. les zones franches et la ZLECAf, les zones franches ne font pas partie de l'accord de la ZLECAf, ne vont pas bénéficier. Parce que les zones franches, ces produits accès à la zone franche ont déjà bénéficié des avantages fiscaux, donc ne font pas partie. Donc les zones franches sont à part. Et la ZLECAf, mais c'est dans le cadre de la production des biens mauritaniens pour exporter, non? Oui, mais ces produits ont déjà bénéficié des avantages fiscaux. Donc, or, les autres produits qui vont être fabriqués ou exportés dans le cadre de la ZLECAf sont des produits qui n'ont pas encore bénéficié des avantages fiscaux. Donc, ça va créer une concurrence déloyale entre les produits qui ont déjà bénéficié des avantages fiscaux dans le cadre des zones franches et les autres produits qui viennent d'être introduits ou fabriqués dans le cadre de la ZLECAf. Donc les zones franches sont à part et au niveau des négociations en cours, au niveau de la Commission de l'Union africaine, c'est un point en suspens. C'est un point en suspens sur lequel les gens n'ont pas encore eu un consensus pour dire est-ce qu'ils seront dedans ou non. Donc c'est un point en suspens au niveau international même, dans le cadre des négociations de la ZLECAf. Non, c'est bon. Vous conviendrez avec moi que la zone franche a quand même du mal à décoller. Qu'est-ce qui bloque justement je veux dire, la zone franche, notre zone franche? Je pense que ce qui nous handicape. On peut ne pas qualifier ça de manque de décollement, pour la simple raison que c'est une zone franche qui n'est pas aussi vieille que ça, qui est d'ailleurs trop jeune, je dirais, parce que les zones franches... Mais ça ne va pas très attrayante, justement, pour les investisseurs. Elle est très attrayante, de toute façon, elle est très attrayante pour la simple raison que c'est une zone franche vraiment qui n'est pas aussi large que ça, et qu'elle a offert tous les avantages imaginables qu'en tout cas qu'un investisseur peut attendre. Et donc, on ne peut pas attendre un bilan dans 5 ou 7 ans pour une zone franche censée s'étaler sur 100 ans ou 200 ans. Et donc, la zone franche est encore jeune, et donc attendre un bilan aussi immédiat de cette zone franche serait, je crois, un peu la condamner, serait prématuré en fait. En tout cas, à mon avis. Je pense que si nous regardons les zones franches africaines, il y en a beaucoup d'ailleurs dans la plupart des pays africains, mais qui ne sont pas arrivés encore à réaliser les objectifs attendus d'elles. On regarde, en tout cas la zone franche modèle aujourd'hui, c'est celle de Tanger, le hub de Tanger, qui est une zone franche qui a donné des résultats parce qu'elle est vieille, elle a dépassé 15 ans, je crois. Et donc les autres zones franches africaines, elles sont là et elles ont été mises en place, mais en réalité, elles n'ont pas donné les résultats attendus. Donc la zone franche est encore jeune. Dites-nous, comment le ministère du Commerce rend rentable pour la Mauritanie justement notre accord, l'accord de la ZLECAf? C'est une feuille de route nationale qui est mise en place. C'est une stratégie nationale qui a été définie, bien sûr, par les différents acteurs directement concernés, c'est-à-dire le ministère des Finances, représenté par la douane, et les autres acteurs, le secteur privé notamment. Il y a une stratégie nationale parce que tous les pays qui ont signé la ZLECAf doivent mettre en place des stratégies nationales pour sa mise en œuvre. Et donc, à l'instar de ces pays, la Mauritanie a bien formulé sa stratégie, mais cette stratégie doit être détaillée. C'est-à-dire, détaillée, je veux dire qu'elle doit pouvoir être détaillée en un plan d'action. Et c'est ce plan d'action qui n'a pas encore vu le jour, malheureusement, pour des raisons, bien sûr, de calendrier de travail très surchargé, pas chargé, surchargé, je dis bien, pour la douane, qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir aligner son tarif
sur celui qui est envisagé dans le cadre de la ZLECAf, comment pouvoir l'opérationnaliser, et surtout que vous étiez sur le travail avec la CEDEAO. Oui, c'est déjà fait. Maintenant, la Mauritanie, la douane Mauritanie applique les textes de la CEDEAO, les textes extérieurs communs de la CEDEAO, Communauté économique et régionale de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on applique les mêmes tarifs, les mêmes lignes tarifaires. Voilà. Donc c'est bon. Donc je reviens donc à cette stratégie nationale qui doit être détaillée dans un plan d'action. Et ce plan d'action, quand il aura pu être détaillé et défini, il va dégager les différentes mesures qui vont être appliquées pour opérationnaliser définitivement la ZLECAf. Et donc je pense que la concertation est en train d'être faite avec le secteur privé, qui est le principal, en tout cas, destinataire, si je ne veux pas dire l'unique destinataire de cette zone de libre-échange. Alors voilà, merci beaucoup. Nous sommes rattrapés par le temps, malheureusement. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ouliit, et que vous êtes expert, conseiller au ministère du Commerce. Et également, merci à vous, commandant Mohamed Ebaye, et inspecteur central des douanes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je remercie notre équipe technique, à leur tête Elie Cheikh, qui est réalisateur, Wissam Mohamed Sidi War, qui est caméraman, et Bilal Mbarak également. Merci à nos deux coordinateurs, je nomme Rabia Deida et Mamadou Gueye. Bonne soirée.